À l'occasion du Festival de la fierté de Montréal, je vous reparle un peu de l'exposition unique en son genre présentée au Musée de la civilisation à Québec et aussi plus largement de ce qui est devenu le mouvement qu'on appelle maintenant LGBTQIA2S+. Et bon, ça se peut que d'autres lettres se soient ajoutées depuis la dernière fois que j'ai vérifié, étant donné que le sigle s'allonge continuellement. Ce mouvement-là n'en est plus un de défense des droits des personnes homosexuelles, bisexuelles et trans, et encore moins quelque chose qui représente l'ensemble de ces personnes-là. C'est devenu un mouvement avec un agenda politique beaucoup plus précis qui fait la promotion du postmodernisme. Or, on peut tout à fait être homosexuel, bisexuel ou trans sans adhérer à la gauche postmoderne, aussi appelée la gauche woke. L'attirance pour des personnes de même sexe, le fait de transgresser les normes de féminité ou de masculinité, ou encore la condition qu'on appelle en anglais gender dysphoria, n'ont pas à être des contrats d'adhésion à des idées politiques en particulier. Et pourtant, c'est le mouvement censé défendre et représenter les LGBT qui est rendu à leur faire des leçons moralistes et à nier certains de leurs droits, par exemple leur liberté de conscience, mais remarquez que ce mouvement-là nie la liberté de conscience de pas mal tout le monde, en cherchant à imposer un point de vue unique, y compris via les institutions de l'État, en faisant comme si reconnaître les droits humains fondamentaux impliquait d'endosser son idéologie, alors que c'est faux. Bon, sans revenir en détail sur ce qu'est le postmodernisme, vu que j'en ai déjà parlé dans ma série sur le livre Cynical Theories de Pluckrose et Lindsay, je vais aller assez rapidement ici, mais je rappelle que c'est un ensemble d'idéologies qui repose sur une conception simplette de la société, selon laquelle celle-ci se diviserait en groupes dominants et groupes opprimés, et tous les groupes opprimés auraient une cause commune, c'est-à-dire la lutte contre le système avec un grand S et contre les classes dominantes, c'est-à-dire en gros les hommes, les hétérosexuels, les cisgenres, les blancs. En fait, l'ennemi c'est l'Occident, et a fortiori l'occidental mâle, masculin, hétérosexuel et blanc. On invite, pour ne pas dire qu'on enjoint les gens qui font partie des classes dites dominantes à prendre conscience de leurs privilèges, à se sentir coupables d'être ce qu'ils sont. Le postmodernisme, c'est une idéologie qui prétend promouvoir la justice sociale, mais qui crée la division plutôt que d'inviter à la compréhension mutuelle et au compromis. Le postmodernisme rejette aussi l'idée de vérité objective et la primauté épistémique de la science. Il met de l'avant les perceptions subjectives des membres des groupes dits opprimés et il mène à l'intolérance envers la divergence d'opinion, y compris envers ceux qui défendent la justice sociale, mais qui la conçoivent d'une manière différente. Ceux-là, ils sont automatiquement classés comme des opposants à la justice sociale. Et le postmodernisme mène aussi à de l'exclusion. Ironiquement, même à l'exclusion de personnes qui sont censées faire partie des groupes qu'on prétend défendre. Et de fait, les activités de la fierté cette année, en 2023, ont exclu des personnes pour qui la fierté est censée être faite à la base. Je vous donne des liens pour quelques exemples dans la description de la vidéo. Je pense notamment à Scott Nugent, une personne trans états-unienne, et à des lesbiennes qui ont été exclues des activités de la fierté en France, dont d'ailleurs certaines parce qu'elles s'opposent à la prostitution
qu'elle considère comme de l'exploitation sexuelle. Parce que vous savez, en plus d'avoir décrété que tous les LGBT devaient adhérer aux idéologies postmodernes, le mouvement LGBTQIA2S+, d'aujourd'hui a aussi décrété qu'il faut être favorable à la prostitution et appeler ça du travail du sexe. Tenez à ce sujet-là. Dernièrement, le journal Le Devoir a fait un cahier spécial à l'occasion du Festival de la Fierté de Montréal. Et on y retrouvait un article sur le travail du sexe qui faisait la promotion de l'organisme Stellan. Ici, je ne prends aucune position sur la prostitution, la pornographie. Je veux seulement relever une chose. C'est que les personnes qui s'adonnent à être homosexuelles, bisexuelles ou trans peuvent avoir des opinions variables sur la prostitution. Elles ont la même liberté que n'importe quel autre citoyen de prendre position individuellement sur la prostitution, la pornographie, comme sur n'importe quel sujet sociopolitique. Rien ne les oblige à avoir la même position que l'organisme Stellan. Dans le cahier spécial du Devoir, on trouve aussi un article qui promeut la décriminalisation de toutes les drogues. Alors encore là, quel est le lien avec la fierté homosexuelle, trans, etc. Sur ce sujet-là non plus, je n'ai pas l'intention de prendre position personnellement ici, sauf pour dire que ce n'est pas parce qu'on est homo, bi ou trans qu'on est forcément pour la décriminalisation de toutes les drogues. Bref, je réitère mon point principal pour cette vidéo-ci. Le mouvement LGBTQIA2S+, n'est plus un mouvement de défense des droits des homos, bi, trans, ni un mouvement de représentation pour l'ensemble des LGBT. C'est vraiment devenu un mouvement avec un agenda politique beaucoup plus précis et ça a pour effet d'exclure ou du moins de ne pas représenter du tout une bonne partie des personnes homosexuelles, bisexuelles et trans. J'ai dit que le mouvement LGBTQIA2S+, promouvait le postmodernisme. Il promeut surtout l'idéologie queer, dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, mais il promeut aussi d'autres idéologies postmodernes, comme le féminisme intersectionnel et la théorie postcoloniale. Revenons-en à l'exposition unique en son genre. L'influence de la théorie postcoloniale ressort un peu partout dans l'exposition. On blâme le colonialisme pour la binarité des genres. On prétend entre autres que ce sont les colonisateurs européens qui ont imposé la binarité aux Premières Nations et que d'autres cultures que l'Occident n'ont pas un système binaire du genre. Alors ici, on retrouve la prétention que l'Occident est l'ennemi par excellence de tous les groupes opprimés, aussi bien les LGBTQIA2S+, que les personnes racisées, les Premières Nations, et on retrouve aussi la négation de la réalité et de la priorité épistémique de la science qui sont propres au postmodernisme. Parce que vous savez, la binarité des sexes, ce n'est pas une construction sociale, ni un point de vue subjectif propre à la culture occidentale, contrairement à ce qu'on prétend dans l'exposition et plus largement dans l'idéologie postmoderne. La binarité des sexes, c'est une réalité dont une science pure qui s'appelle la biologie peut rendre compte. On peut aussi remarquer l'influence de la théorie postcoloniale, la négation de la possibilité d'un savoir universel basé sur une réalité objective, et la volonté de promouvoir les perceptions subjectives des membres de groupes soi-disant marginalisés dans l'écriteau de l'exposition que je vous lis ici. Ouvrez les guillemets, la décolonisation de l'éducation et des institutions culturelles
vise à intégrer les savoirs, les histoires et les perspectives des personnes racisées et appartenant à la communauté LGBTQIA2S+, pour créer des espaces d'apprentissage et de culture plus inclusifs et représentatifs. En passant, cette communauté-là, LGBTQIA2S+, elle n'existe pas. C'est une fiction. Et si jamais des gens de la gauche postmoderne m'écoutent et ont envie de me dire que j'ai tort, je les invite à le voir comme ceci. Si tous les homosexuels, bisexuels, trans, queer, etc. faisaient partie de la même communauté, ça voudrait dire, entre autres, que Philly Drouin fait partie de la même communauté que moi, et ça voudrait dire aussi que Manon Massé fait partie de la même communauté que nul autre qu'Éric Duhem. Bon, j'en reviens au sujet de l'exposition. Il y a plusieurs intervenants qui tiennent un discours moralisateur teinté de postmodernisme dans les vidéos de l'exposition. J'ai déjà parlé de Philly Drouin dans des vidéos précédentes, mais il y a aussi Annie Pollen Sans Façon, Eliane Chaput, Michael Blais et plusieurs autres. Et ça va toujours dans le même sens. On devrait se sentir mal d'accorder de l'importance aux différences entre les sexes. À écouter Annie Pollen Sans Façon, juste le fait de demander à une femme enceinte si elle attend un garçon ou une fille serait à proscrire. À écouter les différents intervenants, on devrait arrêter de mentionner les sexes et d'y apposer des interprétations culturelles et des représentations symboliques. On devrait intégrer que notre culture occidentale est une vilaine culture colonisatrice, patriarcale et hétéro-cis-normative. Et surtout, on devrait écouter les personnes LGBTQIA2S+, mais attention, pas n'importe lesquelles, hein, parce que moi, j'ai beau être bisexuelle, étant donné que je ne tiens pas le bon discours, je suis pas mal certaine que ceux qui ont conçu l'exposition ne recommanderaient pas de m'écouter. Il faut écouter seulement les personnes LGBTQIA2S+, qui vont dans le sens du discours idéologique présenté à l'exposition. Je veux aussi dire un mot sur la vidéo qui sert à expliquer comment devenir un allié. En partant, vouloir être un allié n'est pas présenté comme une option, mais comme un devoir. À écouter les gens qui y prennent la parole, soit on veut suivre leurs conseils pour devenir un allié, soit on est une mauvaise personne. Et je vous signale qu'enjoindre les gens à être des alliés, ça dépasse le simple devoir de tolérance. En effet, il ne suffit pas d'être un allié au sens où on reconnaît et respecte les droits des personnes LGBTQIA2S+, dans la mesure où ce sont des humains. Ça, c'est vrai que c'est un devoir. Mais non, ça implique beaucoup plus que ça, être un allié. Il faut suivre un mode d'emploi assez strict. Vous pouvez d'ailleurs en avoir une idée sommaire en consultant le guide pour l'exposition qui peut être trouvé sur Internet. Pour être un allié, il faudrait adopter son langage, son attitude et sa mentalité à l'idéologie postmoderne. Et dans cette vidéo-là, j'ai notamment retenu un commentaire de Manuel Daigneault, un consultant en EDI. EDI, c'est censé vouloir dire équité, diversité, inclusion. Mais quant à moi, on devrait changer ça pour que ça reflète mieux ce que c'est vraiment. EDI, ça devrait être pour exclusion, diversion, intolérance. Parce que le concept d'EDI ne cible pas du tout les vraies injustices, notamment les inégalités économiques. Il fait diversion avec des fausses idées sur la justice sociale
et il a pour résultat l'exclusion, ou du moins la culpabilisation à outrance, de ceux qui n'endossent pas les idées postmodernes. Mais passons. Daigneault parle de la métaphore de la tarte pour parler des droits humains. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette métaphore-là, elle consiste à dire que plus de droits pour d'autres, ça ne fait pas moins de droits pour soi, parce que les droits fondamentaux ne sont pas une tarte. C'est une métaphore fallacieuse qui rejoint la conception simplette de la société à la base du postmodernisme. Comme s'il y avait seulement des groupes dominants avec des privilèges et des groupes opprimés qui ont tous le même intérêt, celui de combattre un système oppressif unique et des classes dominantes qui causent leur malheur en les empêchant d'avoir les mêmes droits qu'eux. Cette description-là de la société ne reflète pas la réalité. La réalité, sans nier qu'il y a des inégalités, et qu'historiquement, il y a eu même des inégalités au niveau de la loi, il reste que la réalité, c'est que la société se compose d'individus et de groupes divers dont les intérêts et les droits peuvent entrer en conflit. Ça existe, des conflits de droits. Par conséquent, c'est possible que donner des droits aux uns risque d'enlever des droits à d'autres. Et pour avoir une société égalitaire, il faut trouver des façons d'équilibrer les droits et les intérêts de tout le monde. Les tenants du postmodernisme, y compris le mouvement LGBTQIA2S+, ils n'envisagent pas la possibilité que ceux qui réagissent négativement à certaines revendications au nom de ce mouvement-là, ils réagissent négativement en disant qu'elles ont pour effet de brimer leurs droits, eh bien, ce mouvement-là n'envisage pas qu'ils puissent avoir des bonnes raisons de réagir négativement, de dire que leurs droits sont en péril. Ils tiennent pour acquis que ces réactions-là, elles peuvent seulement venir de membres de groupes dominants qui veulent conserver leurs privilèges. Mais c'est faux. De fait, notamment, il y a des revendications liées au mouvement LGBTQIA2S+, qui entrent en conflit avec des droits des femmes, avec le droit à la liberté de conscience, avec le droit à la liberté d'expression, et même, ironiquement, avec les droits des homosexuels. La métaphore de la tarte, elle sonne bien, elle est accrocheuse, mais elle véhicule un message fallacieux qui n'est pas utile quand on veut vraiment trouver des solutions qui permettent une société égalitaire et tolérante. J'ai aussi noté un commentaire de Geneviève Sainte-Marie dans la même vidéo. Geneviève Sainte-Marie qui voudrait un programme d'éducation sexuelle qui parle de cis-hétéronormativité. Ça revient à demander un enseignement public idéologiquement orienté. Ça, c'est une revendication qu'on retrouve à divers endroits de l'exposition et c'est contraire au devoir d'impartialité qui devrait s'appliquer dans l'enseignement public. Comme disent Pluckrose et Lindsay dans leur livre qui critique le postmodernisme, c'est contraire à la laïcité, au devoir de neutralité que doivent respecter les institutions de l'État pour respecter la liberté de conscience des citoyens. Comme le disent Pluckrose et Lindsay toujours, on peut tout à fait reconnaître les droits humains sans endosser le postmodernisme. Pour conclure, un des défauts de la gauche postmoderne, c'est d'inventer des préjugés et une haine qui n'existent pas vraiment, ou en tout cas vraiment pas de façon aussi répandue que le prétendent les tenants du postmodernisme. De fait, le 8 juillet dernier, il y a eu une contre-manifestation, entre guillemets, devant le musée de la civilisation
supposément pour s'opposer à une manifestation anti-LGBTQIA2S+, qui aurait ciblé l'exposition unique en son genre. Eh bien, les militants queer qui se sont présentés pour contre-manifester, ils ont contre-manifesté contre des fantômes. Il n'y en a pas eu de manifestation anti-LGBTQIA2S+. La vérité, c'est que la haine anti-gay, anti-trans, anti-drag queen dont les militants LGBTQIA2S+, parlent, elle ne semble pas tellement répandue. Ils prétendent qu'il y a de la haine là où il y a essentiellement des critiques. Oui, l'exposition unique en son genre se fait critiquer, et souvent pour des bonnes raisons. Ça ne veut absolument pas dire que ceux qui la critiquent ont de la haine pour les LGBT et compagnie. Moi, je n'ai aucune haine envers aucun humain. Je critique l'exposition. Mais ça ne veut absolument pas dire que j'ai de la haine pour qui que ce soit. Et c'est la même chose pour toutes les autres personnes que j'ai entendues ou lues critiquer l'exposition. D'ailleurs, de plus en plus de gens disent que ce mouvement-là est en train de causer une diminution de la tolérance envers les personnes LGBTQIA2S+, à cause de ses exigences démesurées et de sa fermeture à la discussion, et ça se pourrait bien que les gens qui font cette mise en garde aient raison. C'est du moins une hypothèse à creuser.